Il n'y a pas très longtemps, on a rétabli le fonds de promotion du tourisme. Alors, il y a une question. Très très fort, merci. Complète, c'est-à-dire tous les repas inclus ainsi que les boissons. Les ports des bateaux, ils vont embarquer et commencer les périples qui utilisent selon l'heure d'arrivée, soit qu'ils passent la 100 km, l'équipage doit changer. On change les personnels qui doivent en principe faire moins de jours parce qu'ils vont avec les courants du fleuve. Le tourisme, le secteur du tourisme, c'est l'un des secteurs les plus anciens du monde qui a commencé en 2700 avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'autoroute, pas d'avion, pas de train, pas de routes asphaltées. Ça se faisait à pied ou encore à dos de cheval ou à dos d'âne. C'est tout. Mais les gens s'est déplacés pour aller visiter les tombes des pharaons. Je vous épargne l'histoire, le tourisme se faisait. Et je répète encore, je ne dis pas qu'on ne doit pas construire ou améliorer notre infrastructure. Nous devons le faire. Mais dans ces temps ici, il y a des parties du continent et du monde. Quand vous y arrivez, vous vous déplacez soit en bateau, soit encore les transferts se fait en hélicoptère ou encore en avion taxi, des petits porteurs. Pour ceux qui louent les pays qui s'appellent Seychelles, vous arrivez à l'aéroport international, pour aller là où vous allez, vous devez prendre soit les canaux rapides, les bateaux, ou encore l'hélicoptère. Les Seychelles, c'est l'ensemble de certaines îles de l'océan Indien. Et il n'y a pas de route qui relie ces océans, ces îlots. Mais le tourisme s'est fait. Et c'est parmi les leaders des pays touristiques en Afrique. Infrastructure. Que faisons-nous de ces boulevards? Les grandes autoroutes que nous avons ici, qui a plusieurs bandes d'aller et plusieurs bandes de retour. Navigables long de 1700 km. Je parle du fleuve Congo. Un moment d'observation. Voyons ce que cette autoroute peut engendrer. Et puis, c'est quoi? Oui, octobre, je devais arriver ici au Victoria Falls, pour les grands salons d'expo touristique qui s'appelle Sanganai, voilà, en langue locale ici. Avant bien cela, les salons commencent les 13. Dès l'arrivée, déjà, on est conduit vers la troisième. Là, c'est le fleuve Zambèze. Et tel que vous pouvez voir, donc c'est trop chargé. Et donc, la musique traditionnelle pour accueillir, voilà, une fois de plus, merci. Et restez branchés. Technique, mais aujourd'hui j'avais dit que je vais faire les parallélismes entre ce que nous avons, mais qui ne produit rien, et ce que d'autres pays ont, et ça produit des recettes, des fortes recettes pour les pays. Là, on est au bord du fleuve Zambèze. Si ma mémoire est encore bonne, c'est le 4e fleuve en Afrique. Après les fleuves Niger, qui est le 3e, et le 2e, qui est le fleuve Congo, et le Nil, qui est le premier fleuve en longueur, mais en grandeur, là, le fleuve Congo est le plus grand et le plus puissant. Ces bateaux-là que vous voyez n'ont rien de spécial. On n'y passe pas la nuit, on ne dort pas. C'est juste pour observer les couchers du soleil. On sert à boire et à manger dedans. Et durée de 2 heures seulement, on prend ça, on va nulle part. On va nulle part. Les bateaux avancent environ 400-500 mètres, tournent très lentement, ils rentrent encore, passent, tournent encore, et ils rentrent, ils viennent accoster, et voilà, c'est fini. Et vous sortez.
Et là, vous avez payé un bon 65 $ par personne, plus les 10 $ des taxes des eaux. Par touriste. Par touriste. Notre fleuve est vide. Et on dit qu'on ne peut pas faire les touristes. Comment ça? Il est ici, les fleuves, à côté. Il devait servir d'une grande attraction pour les touristes, pour voir c'est quoi ça quand on parle du bassin du Congo, c'est quoi? On peut avoir des croisières comme ça, les soirs et ou tôt les matins, mais aussi des croisières avec chambre, telles que ça se fait en Égypte. Lorsque je suis allé en Égypte, nous avons, voilà, là c'est pas une vidéo, je vais juste vous montrer des photos. C'est sur les Nils. Ce n'est pas l'océan, tel qu'on est dans l'autre bord, on sait voir l'autre bord. C'est sur les Nils. Quand je faisais mes études d'expertise du tourisme en Afrique, l'Égypte était l'un des pays où j'allais souvent. Et il y a plein de bateaux comme ça, environ entre 40 à 60 cabines. Cabines, ce sont des chambres de bateaux qu'on appelle cabines. Des luxe. Quand je dis les chambres de luxe, c'est de ça que je parle. Ça, c'est à l'intérieur. Et à partir du Caire, j'atterris à l'aéroport du Caire. On prend l'avion encore à partir du Caire vers la ville de Luxor, qui est à 1 heure de Caire. On arrive à Luxor et on a été transféré en voiture vers les ports de ces bateaux, surpris de voir qu'il y en avait plein, pour un voyage de 4 jours, de Luxor à Aswan. Maintenant, de Luxor à Aswan, c'est une distance de 216 km seulement. Mais ces bateaux ici, ce ne sont pas des bateaux de rallye, ce n'est pas des courses, ça va très lentement. Et il y a des endroits où ça s'arrête pour ravitailler, et les gens vont sortir également pour visiter des temples, de vieux temples là-bas, et des vieux trucs, de musées et autres, ensuite continuer. 4 jours, parce qu'on va à contre-courant. Et de Aswan vers Luxor, c'est 3 jours. Et j'ai remarqué quelque chose, qu'il y en avait plein, après presque chaque 10-15 minutes, il y avait un autre bateau qui passait. Et lorsque je demande, mais pourquoi il y a tant de bateaux? On me dira, mais non, il n'y en a pas plein. Parce que c'est la basse saison. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ils disent qu'à la basse saison, on compte environ plus ou moins 200 bateaux. Pendant la haute saison, on arrive à 600. Des bateaux comme ça. Kinshasa qui s'engage 1700 km. À cause de l'instabilité. Réveillons-nous. On ne peut pas continuer à dire au monde que nous avons. Ils savent. Autre vidéo que je vais vous montrer. Qui entre en RDC par Kinshasa. Pour aller à Lubumbashi, il doit prendre un truc qu'on appelle un visa volant. Il ne peut pas aller à Goma. Il ne peut pas aller à Kisangani. Il doit encore prendre un autre visa qui lui permet d'arriver dans cette partie du pays. C'est compliqué. Les prix de nos visas. Et là, on est en train de voir plusieurs autres pays pour relancer le tourisme. Ils sont en train d'élargir des relations bilatérales, des relations régionales. Il y a la Zambie et les Zimbabwe qui ont même ce qu'on appelle les CASA. Visa unique, vous avez les mêmes visas, vous pouvez entrer en Zambie ou en Zimbabwe. C'est pour attirer les touristes. L'Ouganda, Rwanda et Kenya, ils ont les mêmes visas de l'Afrique de l'Ouest. Un seul visa qui vous donne accès dans 3 pays. Mais il faut également ajouter qu'il y a des accords régionaux et sous-régionaux
qui permet aux habitants des mêmes coins, même communauté, de circuler sans visa. Que jusque-là, nous voyons, ça ne marche pas. On ne sait pas si ça ne marche pas, on ne sait pas si les autorités ne s'en rendent pas compte, ou ils ne savent pas. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, personne n'en parle. Par exemple, la RDC, il y a plus de 10 ans que la RDC est membre de la SADC. Et tous les pays de la SADC bougent et se déplacent sans visa, sauf la RDC qui paye et fait payer les autres. Pourquoi cela? Personne ne nous répond. Au moment où nous parlons, la Namibie et les Botswana viennent même de conclure des accords entre eux, que les habitants peuvent se déplacer entre eux en utilisant leur carte d'identité. Les Bénin occupaient la 34e position en 2016 dans l'index africain de visa. Et en l'année 2020, les Bénin est arrivé le premier pays dans l'index africain de visa, c'est-à-dire les pays qui est trop accessible. Et pourquoi tous ces pays font ceci? C'est pour permettre au tourisme de croître. Notre problème ici, c'est que nous n'observons même pas la signification du mot tourisme. Que veut dire tourisme? Le mot tourisme tire son étymologie du mot tour. Et puis nous ajoutons les suffixes isme. Et comme on le sait avec plusieurs autres mots, lorsqu'on ajoute les suffixes isme, c'est pour créer une idéologie, un concept, une façon de faire. C'est ça le tourisme. Mais qu'est-ce que nous entendons par tour? C'est-à-dire mouvement, déplacement, voyage, ouverture. Sans cela, il n'y a pas de tourisme. On est bloqué et enclavé. Alors que le monde entier est en train de devenir un seul village, comme ça se dit partout et ailleurs. La RDC reste bloquée. Nous devons nous rattraper avec les pays de la sous-région, les pays de même communauté. Ce que cela fait, ça bénéficie les autres. Ça ne nous profite pas. Manque de temps, je ne peux pas étaler les inconvénients de chaque fois où vous devez entrer ou traverser la frontière, vous devez payer pour les visas, ou vous devez encore faire la demande de visa en avance. Vous ne pouvez jamais être en compétition avec la personne qui traverse sans payer et qui n'a pas besoin d'aller faire la queue pour avoir les visas. Prenons deux commerçants qui achètent et vendent les mêmes articles. Et l'un doit aller s'aligner, faire la queue, prendre les visas, payer, et l'autre qui va juste, traverse, il entre, il achète, il revient, il part encore. Ils ne peuvent jamais être en compétition. Et voilà ce qui affecte notre tourisme. Il est aussi à noter que la RDC manque beaucoup en termes de tourisme de dernière minute. Les gens qui décident en dernière minute. Parce que ça s'est fait surtout en Afrique. Ça s'est fait beaucoup. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Nairobi au Kenya. Et là, nous avons rencontré deux dames qui nous ont dit qu'ils étaient à Addis Abeba en conférence. Et leur conférence... Il faut observer deux faiblesses majeures. La première faiblesse, c'est que nous n'avons pas un plan stratégique écrit de développement du tourisme. La deuxième, c'est que tout est fait au niveau central. Il y a un office national du tourisme, il n'y a aucun office provincial du tourisme, il n'y a aucun office territorial du tourisme, il n'y a aucun office local du tourisme. Pourtant, tout le monde sait très bien que le tourisme est une question fondamentalement locale. Chaque peuple, chaque ville, chaque commune a ses particularités. En fait, mon premier appel, c'est de dire ce qui ne se planifie pas planifie l'échec. Il est très important que le pays se dote
d'un plan stratégique du tourisme. Chaque fois que ce pays a paniqué parce que le secteur minier a flanché, on parle de quelque chose de très simple, on l'appelle la diversification économique, et on ne cite pas 3 secteurs avant de citer le secteur du tourisme. Mais quand les secteurs miniers et secteurs de ressources naturelles en général se restabilisent, on oublie complètement le secteur touristique. Je pense qu'il est important que le secteur du tourisme devienne un secteur réellement prioritaire, non seulement dans le narratif, mais surtout dans l'engagement. Et moi, en cette période de la session budgétaire, l'engagement serait de mettre de l'argent dans le secteur pour être en mesure de créer un véritable lien, un véritable contrat entre l'État et le secteur de manière générale. Pour une simple raison. Et elle a plusieurs points. Cette raison, c'est que le secteur touristique est un secteur créateur de richesses. Et ce qu'il y a de beau avec le secteur touristique, c'est inépuisable. Tant que la nature existe, tant que les atouts sont là, ce n'est pas comme le secteur minier où un jour on n'aura pas de ressources minières, ou comme le secteur pétrolier, un jour les ressources se termineront. Deuxième, c'est ce qu'on appelle labor intensive. Ça veut dire que ça utilise énormément de personnes de tous les niveaux. Et juste une chose extrêmement importante, c'est que l'État congolais a toujours su et croit comprendre que le tourisme est un secteur important, au point qu'à un moment donné, il a créé des instruments. Un des instruments, c'est l'Office national du tourisme, et moi, ce que je dis, c'est qu'en plus de l'Office national du tourisme, il faudrait que chaque province ait son office provincial du tourisme, que chaque commune ait son office communal du tourisme, et chaque territoire ait son office territorial du tourisme, afin que nous ayons plusieurs centres d'impulsion et qu'il y ait une compétition entre les différentes destinations. C'est en faisant du tourisme domestique un point d'intérêt que nous pourrons être en mesure d'attirer des opérateurs économiques des autres pays pour venir nous visiter. Parce que, comme vous le savez très bien, l'un des pays les meilleurs dans le monde en termes de tourisme, les gens ne le savent pas, c'est l'Espagne. Et lorsque vous regardez l'Espagne, vous regardez la France, vous regardez les États-Unis, 60% des touristes de ce pays, ce sont les nationaux. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut aimer votre pays et le découvrir si vous-même vous ne le connaissez même pas, si vous ne l'avez jamais découvert. Et donc, il est important que nous soyons en mesure de comprendre le rôle de l'Office national du tourisme et le rôle des autres offices locaux de tourisme. Par contre, à côté de l'Office national du tourisme, on a créé le Fonds de promotion du tourisme. Et dès qu'il y a l'argent, les Congolais se mettent à s'agiter. Pendant très longtemps, les gens se battaient pour avoir le contrôle du Fonds de promotion du tourisme. À un moment donné, on a même commis la faute. Pour guérir notre tourisme, je dis bien guérir. Pourquoi je le dis? Parce que moi, enfant, durant les années 60-70, circuler dans la ville de Kinshasa était un plaisir pour moi. Dans la ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, c'était un plaisir pour moi. Le centre-ville, ici, quand les parents nous disaient qu'on se rendrait un jour au centre-ville, eh bien pour nous, c'était une grande joie. Parce qu'en venant ici au centre-ville, on se croyait en Europe. Tellement que les avenues étaient bien tracées, tellement qu'il y avait des grands immeubles. Et on voyait des feux de position, c'est-à-dire que c'était très beau. Mais notre ville est devenue un taudis depuis plusieurs années. Le tourisme est malade dans notre pays depuis plusieurs années. C'est cela que je vous dis bravo. Parce que vous croyez toujours que nous avons des atouts. Effectivement, les atouts sont là. Mais aujourd'hui, je vais poser la question. Ça va venir. Mais je vous... Quand on vient de venir ici, vous avez appris quelque chose et votre conscience vous dira qu'il faudrait mettre la main dans la pâte dans ce secteur. Merci beaucoup. On vous invite à prendre un cocktail. C'est juste là à côté. Et bonne soirée, bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Non, pas encore, parce que la sensibilisation, c'est un processus.
ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois et puis on arrête. Et puis je compte également beaucoup plus sur votre accompagnement, vous, les médias, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde dans cette salle, mais vous avez quand même vu que la salle était vraiment remplie, mais on sait que par vous et le travail que vous faites, on sera à mesure d'atteindre le maximum des Congolais et de sensibiliser encore plus de gens. Donc nous continuons encore avec ce travail de sensibilisation afin de relever notre tourisme. 20 ans après, comment vous évaluez ce travail? 20 ans après, je n'ai pas été dans le tourisme pendant 20 ans en RDC, donc c'était hors du pays, c'est depuis donc, 2020, 2 ans. Que nous nous sommes engagés à commencer à contribuer positivement pour changer le tourisme de notre pays, la RDC. Et déjà, la réponse de l'audience vous dira qu'il y a plus d'intérêt. C'est comme si les gens mouraient avec quelque chose, avec un certain désir à l'intérieur. Ils ne savaient pas où s'exprimer et comment faire. Et déjà, on a des jeunes gens partout dans les pays, dans les différentes provinces qui sont très contents de ces projets, qui nous soutiennent et nous travaillons ensemble et nous les soutenons également. Donc cela nous dit également que nous sommes dans la bonne direction pour remonter le tourisme de la RDC. Monsieur Didier Bayeye. Parce que c'est ce niveau-là que nous voulons atteindre. On n'est pas encore là. J'ai donné quelques chiffres, quelques statistiques, quelques classements régionaux, continentaux, mondiaux, où la RDC ne figure pas lorsqu'il s'agit de tourisme. Et puis, on sait tous que les gens, lorsqu'ils parlent d'aller en vacances, les étrangers par exemple, ils ne pensent pas à la RDC. Mais par contre, on pense à d'autres pays, à d'autres destinations. C'est lorsqu'on arrive à ces niveaux-là, on commence à compter les 10 premières meilleures destinations touristes africaines. Et il y a la RDC par exemple. On commence à se sentir, voilà, on peut maintenant songer à nous reposer et dire que voilà, on a atteint nos objectifs. Mais jusque-là, pour un pays comme la RDC, n'est pas figuré, pas parmi les 10 premiers, pas parmi les 20 premiers, pas parmi les 40 premiers pays en Afrique, sans même parler du monde, c'est pas normal, c'est pas bien. On va dire d'ici une... J'ai beaucoup aimé, vraiment, je voudrais remercier les panélistes, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Je voudrais remercier les panélistes et M. Baye d'avoir organisé le forum. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est de savoir que nous avons une opportunité qui se présente et qu'il est possible de réaliser cela. Il est possible d'emmener l'RDC au niveau international. Il faut premièrement se souvenir de comprendre les stratégies touristiques dont a été mentionné, les principes et aussi à la base, il y aura beaucoup de problèmes qui vont se poser parce que beaucoup ne connaissent vraiment pas sur le tourisme. Pourquoi le tourisme? Pourquoi ce secteur-là seulement qui peut permettre à ce pays puisse fonctionner? Mais comme les panélistes l'ont mentionné, ils l'ont expliqué, c'est un secteur qui ne va jamais périr. C'est un secteur qui sera là de génération en génération et qu'il est important qu'il soit valorisé et développé de la manière dans laquelle ça s'entendra. Surtout en RDC. En RDC, c'est vraiment possible. Parce que l'RDC est un très beau pays, c'est un pays vaste et nous avons l'opportunité de vraiment développer le secteur touristique. Mais vous vivez en Afrique du Sud, est-ce que vous pouvez parler un peu du niveau touristique? Voilà, donc en Afrique du Sud, j'ai travaillé dans différents secteurs. La dernière affiliée dans laquelle j'étais, c'est dans le secteur bancaire. J'ai travaillé pour la Banque des développements subsahariennes dans le département de financement. Et pendant des années, je suis restée là-bas et puis je me suis dit un bon jour, il n'y a pas que ça. On a un pays et avec tout ce qui s'est passé et notre gouvernement qui permet qu'on puisse nous rentrer, je me suis dit que j'allais rentrer en RDC et voir et faire autre chose. Et j'ai commencé dans une agence de voyage dont je suis présentement. Et après je me suis dit, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que faire le ticketing, les hôtels ailleurs. J'ai dit, mais pourquoi pas ici? Pourquoi? Parce que les gens voudraient se déplacer, d'aller en dehors de Kinshasa par exemple. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Le tourisme est une option qui m'a été donnée, proposée au fait. On me dit, mais quand tu viens, que tu es dans le ticketing et tout ça, pourquoi tu ne ferais pas le tourisme? Et je suis allée
créé une rencontre, j'expliquais aux jeunes à qui j'ai rencontré des étudiants, je leur ai expliqué, je suis allée à une conférence, on parlait de financement. Et soudainement, sans aucune arrière-pensée, je mentionnais le tourisme. Et tout le monde est dit, c'est vrai, on va investir dans l'infrastructure, on va investir dans les routes, on va investir dans les trains, dans tout ce qu'il y a. Et le tourisme, qu'est-ce qu'on fait du tourisme? Parce que le pays peut vivre du tourisme. Il suffit vraiment qu'on s'y mette, qu'on ait une idée, qu'on comprenne c'est quoi le tourisme et pourquoi le tourisme en RDC spécifiquement. Nous avons nos pays voisins, quand vous allez, je ne vais pas, je ne suis pas politicienne, mais ils ont des sites touristiques à laquelle, après leur génocide, qui est devenu maintenant une opportunité pour aller au Rwanda. Nous avons eu beaucoup de génocides qui se sont passés, nous avons eu beaucoup d'histoires qui se sont passées. On a eu beaucoup, on a affronté beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que ce n'est pas révélé? Pourquoi est-ce que ce n'est pas considéré? L'RDC quand même est un grand pays, il faudrait s'y mettre. Et donc je suppose que l'idée, enfin mon rêve, si possible, l'idée serait de changer ça et de faire comprendre pourquoi est-ce que le tourisme ici est important. Merci. Présentez-vous. Ok, d'accord, je voudrais remercier monsieur pour l'interview inattendue. Donc je m'appelle Karini Lunga, entrepreneur, businesswoman, si on peut mettre ce côté-là. Et je fais la routine, enfin je fais la route entre l'Afrique du Sud et l'RDC. J'aimerais bien, si vraiment l'opportunité se présente et que je sois dans le secteur touristique, je resterai en RDC. Merci beaucoup.